Donc, bonjour tout le monde, mais d'abord, bienvenue à la webconférence là, sur la charge de travail, un sujet d'actualité très populaire, ce qu'on a vu. Donc, on espère que vous allez en retirer les outils que vous avez besoin là, pour aller de l'avant. Je m'appelle Radia Balafrège, je suis à la STAS en fait depuis avril dernier. Au niveau de mes spécialités, je travaille principalement en santé psychologique puis en organisation de la prévention. Donc, j'accompagne notre clientèle à ce niveau-là. Merci, Radia. Donc, moi, je suis Yann Brouillard, je suis conseillère à la STAS depuis 2012, puis j'interviens particulièrement en prévention de la santé psychologique au travail, mais aussi tout ce qui concerne l'organisation de la prévention. Donc, je cède à nouveau la parole à Radia qui pourra présenter de façon plus détaillée la STAS. Merci, Josiane. Donc, au niveau de la STAS, là, nous, notre clientèle, c'est vraiment le secteur affaires sociales. Alors, quand on dit accompagnement, là, tout ce qui est des gens qui font partie de notre clientèle, on les accompagne, tu sais, par exemple, en comité ou en réflexion là, en ce qui a trait à tous les sujets sur la santé psychologique, dont justement la charge de travail. Alors, si vous avez besoin de support, d'outils d'assistance ou si vous aimeriez aller plus loin dans la réflexion, ça va nous faire plaisir de vous accompagner à ce moment-là. Donc, quand on parle de charge de travail, on parle également de soutien ou de reconnaissance. Alors, c'est toutes des thématiques là, sur lesquelles on réfléchit, puis on réfléchit activement avec les gens en entreprise. Au niveau on a aussi des formations, puis de l'information sur notre site Internet. Alors, si vous voulez aller plus loin, encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter ce qui est disponible en ligne. Merci, Radia. Donc, le plan de la rencontre, ce qu'on va voir ce matin, c'est plus précisément en lien, évidemment, avec la charge de travail, la transformation des organisations, comment ça a pu contribuer à l'augmentation de la charge de travail. On va définir ce qu'on entend par charge de travail. Vous verrez qu'il y a 3 dimensions à cette définition. On va identifier les facteurs de protection, une démarche stratégique en prévention. Et à la fin, vous avez une section de référence qui a été documentée en fait par notre documentaliste Sharon. Donc, vous allez peut-être y trouver là aussi des pistes de solutions à vos activités de prévention liées à la charge de travail. Donc, transformation des organisations, on ne peut passer outre les dernières années tout ce que la pandémie a pu faire concernant justement notre capacité d'adaptation à ces nouveautés-là, que ce soit au niveau des processus, des protocoles, on a juste à penser au contrôle des infections. Ça a pu amener des modifications dans notre façon de faire le travail, ça a pu faire en sorte que on a eu de nouvelles tâches à faire. Et tout ça nous a amené finalement à devoir faire preuve d'adaptabilité, de résilience. Ça a pu contribuer aussi évidemment à avoir de l'inquiétude. On ne savait pas à quel moment ça allait se terminer, cette pandémie, de quelle façon ça allait évoluer. C'était nouveau. Donc, on a dû faire place à de l'ouverture malgré un contexte où on pouvait ressentir de la peur et de l'incertitude. Maintenant, ça ne fait pas une décennie de ça. Ça a commencé en 2020. C'est encore tout récent. Heureusement, ça va beaucoup mieux. Ce n'est pas terminé. On peut quand même penser qu'on en ressent encore les effets de ces changements-là auxquels on a dû faire face pendant la pandémie. Intensification du travail. Peut-être l'aurez-vous remarqué maintenant, dans le travail, on rencontre des éléments où est-ce qu'on doit faire place à de la nouveauté avec que ce soit de nouvelles technologies, de nouveaux processus, de nouvelles façons de faire, de nouveaux équipements de travail avec lesquels on doit se familiariser, une nouvelle clientèle. Moi, j'entends souvent dire, il me semble que la clientèle que je dessers maintenant est plus grande. Ça peut être aussi qu'on a de nouveaux territoires à couvrir, des territoires plus grands, où est-ce que finalement notre temps de déplacement est augmenté. On a une pénurie de main-d'œuvre, on doit donc embaucher du personnel, de la sous-traitance qui sont contractuels, mais ces gens-là ont aussi besoin d'être encadrés, ils ont aussi besoin d'être formés. On doit s'assurer qu'ils respectent les procédures telles que nous les imposons ou les obligeons avec notre personnel. Donc, il y a une intensification des exigences.
Le temps de réponse, le délai qui est attendu lorsque, par exemple, on envoie un courriel, on envoie un texto, on parle de nouvelles technologies, mais la pandémie a aussi fait qu'on est, pour certains, beaucoup plus en télétravail. Bien sûr, ça a pu faciliter certains aspects de notre vie au quotidien, mais on observe aussi qu'il y a une étude qui a été faite par le professeur Jean-Pierre Braun, qui est aussi consultant, et on disait que les gens passaient plus de 51% de leur temps en réunion, ceux qui ont participé à l'étude. Bon, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont plus habitués d'être sur le terrain, mais pour ceux qui sont en télétravail, vous avez sûrement observé qu'on passe beaucoup plus de temps en réunion maintenant. On est beaucoup plus sollicité, soit par courriel, par des notifications qui nous arrivent sur Teams, par des textos. Et tout ça fait en sorte, compte tenu qu'on est facilement joignable, mais les gens s'attendent à ce qu'on réponde rapidement. Donc, on devient de plus en plus impatient. On souhaite obtenir un suivi rapidement. C'est la même chose de la part de la clientèle aussi, bien souvent. Quand la clientèle nous interpelle, ils s'attendent à ce que le délai de réponse soit plutôt rapide. Donc, tout ça contribue à une intensification du travail. Et ça vient bien souvent aussi avec l'ajout de protocoles, de procédures qui sont mises en place. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon en soi d'avoir des protocoles, des procédures. Simplement, il faut toujours se questionner, est-ce que ces protocoles, ces procédures, au final, auront l'objectif de faciliter le travail ou non? Parce que si c'est pour seulement modifier le travail, faire en sorte qu'on doit s'adapter à de nouvelles façons de faire, mais qui finalement ne contribuent pas nécessairement à améliorer la charge de travail, mais c'est peut-être pas du temps qui est bien investi. Alors, je vous parlais du temps passé en réunion. Peut-être juste aussi vous questionner par rapport à ces réunions-là, si vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de réunions, est-ce que je dois participer nécessairement à toutes les réunions auxquelles je suis invitée? Est-ce que je dois passer toute la durée de la réunion? Puis des fois, on peut voir des durées des temps de réunion qui peuvent être de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Est-ce que les réunions ont besoin d'être sur une aussi longue période de temps? Bien souvent, on dit que 50 minutes est suffisant pour avoir une réunion où est-ce que on aura eu le temps de faire le tour de la question, qui pourrait être efficace. Bien sûr, idéalement, dans ces réunions-là, on va avoir des objectifs bien clairs pour tout le monde, au besoin avoir un ordre du jour. Mais c'est juste de se questionner, justement, si vous pensez que vous passez beaucoup de temps en réunion, revoir notre façon de faire lorsqu'on accepte des réunions systématiquement sans nécessairement se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'être là? Est-ce que tout le monde qui est invité a besoin d'être là? Et est-ce que ça a besoin d'être aussi longtemps et aussi souvent? Donc, les conséquences de la charge de travail, en fait, elles sont à 2 niveaux. Elles sont sur les individus, mais elles sont aussi sur les organisations. Donc, un individu qui a l'impression d'avoir un horaire qui est surchargé, qui a l'impression de manquer de temps, nécessairement, il va ressentir une augmentation de stress, une baisse de satisfaction, parce qu'il a toujours l'impression de ne pas en faire suffisamment. Des fois, même le soir, après la journée de travail, plutôt que de vaquer à nos autres occupations, ça tourne dans notre tête, puis on se dit, OK, demain matin, il va falloir que je commence un peu plus tôt pour avoir le temps de finir tel dossier, de répondre à tel client. Donc, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de se ressourcer. Il peut y avoir aussi une augmentation des accidents parce que si on veut aller plus vite, on s'y prend de façon moins minutieuse, on fait moins attention. Donc, il y a une augmentation des accidents, mais on peut aussi voir une augmentation des événements associés à la santé psychologique. Donc, ce n'est pas juste au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé psychologique que la charge de travail peut avoir des effets. Augmentation des troubles musculo-squelettiques parce que si justement on a l'impression de manquer de temps, de façon inconsciente, on peut travailler de manière plus tendue, surtout si on est en télétravail et qu'on a l'habitude de rester à notre poste pendant des heures sans se lever, sans bouger. Tout ça peut contribuer à une augmentation des troubles musculo-squelettiques. Alors, ça a des effets sur l'organisation. On peut voir une augmentation de l'absentéisme.
Si les gens ne sont pas satisfaits de leur travail, ben, éventuellement, ils peuvent penser à regarder les offres qui sont faites ailleurs, surtout dans un contexte où on ne manque pas d'offres d'emploi. Augmentation du taux de roulement. Donc, ça vient avec l'augmentation bien souvent de l'absentéisme aussi. Quand les gens ne sont pas heureux au travail, ben, ils vont quitter pour aller ailleurs. Ce qui peut arriver aussi, et ça, ça a des effets là, collatéraux, c'est le climat de travail qui devient plus tendu. Parce que si on n'a pas un sentiment de quiétude, d'épanouissement dans le cadre de son travail, mais ça peut nous amener à avoir des comportements avec les collègues qui vont être plus tendus. Parfois, des remarques qu'on va dire parce on est moins patient. On voudrait que ça aille plus vite, on voudrait que notre collègue aille plus vite, réponde plus vite. Donc, on va avoir des remarques qui vont être plus agressives, moins patientes. Et tout ça contribue donc à un climat de travail tendu. Mais ça a des effets pervers parce qu'un climat de travail plus tendu a une influence sur notre perception de la charge de travail. Si on est dans un environnement où on sent que les relations entre les collègues sont, euh, sont plutôt malsaines, que, par exemple, il y a de la médisance, il peut y avoir de l'incivilité, des comportements qui s'apparentent à du harcèlement, mais tout ça aura un effet sur notre perception de notre charge de travail. Et mais tout ça a des conséquences au niveau de la productivité. Donc, souvent, et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, ce matin, Radia et moi, la façon dont on veut aborder la charge de travail avec vous, c'est de la regarder d'une façon non pas individuelle, mais de la regarder au niveau organisationnel. Qu'est-ce que l'organisation peut faire pour réduire la charge de travail? Parce que toute organisation souhaite avoir une productivité qui rencontre les exigences, qui rencontre les standards. Donc, c'est pour ça que la réflexion doit se faire au niveau, à tout le moins de l'équipe, si ce n'est pas au niveau organisationnel. Maintenant, je cède la parole à Radia qui va nous définir la charge de travail. Merci. Donc, effectivement, dans le fond, la charge de travail, nous, on l'a définie, en fait, d'après la littérature, sur le fait que c'est un équilibre entre le temps et nos ressources, les ressources qu'on a à notre disposition. Donc, ça, on a pu voir justement avec le télétravail que c'est flexible, en fait. C'est le temps qu'on a. Peut-être si on a moins de déplacements, les journées s'allongent. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête puis qu'on doit s'assurer, en fait, de regarder, de mettre nos limites puis de s'assurer que ça représente l'équilibre qu'on souhaite en fonction des fonctions qu'on a, bien entendu. Donc, cet équilibre-là, si je le regarde cette semaine, puis si je le regarde dans un mois, ce ne sera pas nécessairement la même chose, je n'aurai pas nécessairement les mêmes besoins, mais il faut le garder en tête, dans le sens où c'est vraiment ça qui est la base de notre charge de travail. Si on attend d'avoir le temps de s'occuper de notre charge de travail, malheureusement, il y a des bonnes chances que ça n'arrive pas. Donc, on veut s'assurer que notre charge prescrite, notre charge réelle et notre charge vécue soient identifiées et adressées aux besoins. On va regarder ensemble les définitions spécifiques de ces trois éléments-là. Donc, la charge prescrite, c'est les attentes de performance et les responsabilités. Donc, c'est souvent ce qu'on va avoir comme objectif annuel, par exemple, ou comme vraiment travail prescrit, le nombre de dossiers à traiter, le nombre de patients à soigner, les rapports à compléter, par exemple, au niveau des soins. Puis même chose dans d'autres types d'organisations. En garderie, par exemple, ça va être encore une fois le nombre d'heures travaillées avec le nombre d'enfants qu'on a à surveiller là, ou à s'occuper dans cette journée-là. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est prescrit. Ensuite de ça, la charge réelle, c'est le travail, comment il s'effectue au quotidien avec ses contraintes, puis le vécu de la personne. Donc, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées? Est-ce qu'il y a eu des patients ou des enfants qui ont eu plus de difficultés cette journée-là, qui m'ont pris plus de temps que ce que j'avais pensé? Est-ce qu'il y a des familles en deuil que j'ai dû accompagner, par exemple, dans un moment difficile? Est-ce qu'il y a un collègue qui s'est absenté? Est-ce qu'il y a une nouvelle tâche à laquelle je dois m'acclimater? Donc, tout ça, c'est des choses qui font référence à la charge réelle. Puis après ça, c'est la charge vécue, donc ce qui est perçu par la personne. Donc, si je sens que j'ai un sentiment de débordement ou il y a des tâches que j'ai faites rapidement ou que je ne me sens pas très compétente pour les réaliser, si je manque de contrôle sur le travail que j'ai à accomplir, ça va être vraiment la charge vécue. Puis,
On veut s'assurer de considérer ces trois éléments-là quand on va adresser la charge de travail. Par exemple, au niveau de l'individu, ça va être ce qui m'énergise versus ce qui me nuit ou ce qui me gruge plus de mon énergie. Bien, c'est important de l'adresser là, dans son ensemble pour s'assurer qu'on a un bon portrait de la charge de travail. On va souvent dire qu'ajouter des ressources, ça ne nous aidera pas nécessairement, là, donc il faut s'assurer que tout ça soit pris en compte. Donc, agir, quel que soit le type de charge de travail, donc, dans le fond, qu'elle soit prescrite, réelle et vécue, on vous invite à avoir le courage d'intervenir, dans le sens où, oui, ça prend du temps à regarder, par exemple, son agenda, ça prend du temps à regarder la charge de travail de son équipe, mais c'est important de l'identifier, de l'adresser, puis d'agir dessus. Donc, pour ce faire, ça serait de faire un portrait réel de la situation, de verbaliser ses constats à sa gestionnaire, toujours en ayant en tête qu'on a préparé, on a regardé nos dernières semaines, comment ça a été, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je me suis sentie, puis demander de l'aide aux besoins. Ensuite de ça, il y a des indicateurs. Donc, il y a différentes avenues possibles pour l'adresser. Donc, soit en gestion de crise. Donc, par exemple, il y a vraiment des gens en absentéisme, en arrêt de travail, ou il y a eu des plaintes, par exemple, à la CNESST. Bien, peut-être qu'on va être en prévention tertiaire ou secondaire, là, qui requiert des actions immédiates. Donc, on va essayer d'évaluer à ce moment-là qu'est-ce qui va avoir un plus grand impact. Qui est peut-être pas trop difficile à mettre en place. Puis éventuellement, on va regarder qu'est-ce qui a un grand impact, qui est peut-être un travail plus ardu là, qui va concerner pas seulement notre équipe, mais les autres équipes afférentes pour s'assurer qu'il y a une uniformité là-dedans. C'est des cas individuels ou des équipes en difficulté. Donc, on sait qu'il y en a plusieurs, là, dans le sens où on lit chaque semaine dans les journaux. Là, donc, on veut s'assurer d'adresser ces situations-là. Puis, on veut apaiser la situation dans l'immédiat pour aider. Donc, ça serait en prévention secondaire tertiaire, puis en prévention durable. Donc, prévention primaire, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment identifier les risques. Est-ce que mon équipe, c'est vraiment la charge de travail sur quoi qu'elle veut que je travaille dans l'immédiat? Est-ce qu'on est en mesure de faire un petit comité pour adresser ça, pour regarder les rôles et responsabilités, pour voir qui fait quoi, pour voir où est-ce qu'il y a vraiment une surcharge? Effectuer les corrections à la source, donc c'est fait dans l'organisation du travail, ça, ce qui va avoir une influence sur toute l'équipe et potentiellement sur l'organisation en entier. Puis, on veut toujours effectuer des suivis sur ce qu'on a mis en place. Là. Donc, on va le communiquer à l'équipe. On va s'assurer que si, par exemple, la solution retrouvée, c'est vraiment, par exemple, d'embaucher une nouvelle ressource ou de changer un petit peu les rôles et responsabilités, bien, ça va être communiqué, on va accompagner les gens, puis on va faire des suivis à ce niveau-là. Donc, ensuite de ça, comment faire pour la prévention durable? Donc, en équipe, questionner sur les contraintes à surmonter. Ensuite, établir les ressources disponibles, quantité, qualité, pour, encore une fois, surmonter les contraintes. Puis, au niveau personnel, individuel, il y a aussi des choses à faire. Là. Donc, reconnaître sa capacité, ses limites. Comme je le disais, si j'identifie des tâches qui m'énergisent, puis ça peut être, j'ai un certain contrôle, ça peut être, je ne sais pas, 20, 30, 40 de ma tâche de travail. C'est sûr que ça va faciliter ma semaine, même si j'ai une grande charge, par exemple. On vous invite à verbaliser votre ressenti puis à structurer sa pensée. Fait que dans le fond, quand on va rencontrer notre gestionnaire ou quand on va évaluer la charge, on veut s'assurer que ça a été bien évalué, là, que sur quelques semaines, on a un bon portrait, qu'on a concrètement des statistiques ou concrètement des éléments pour dire ça, ça a été difficile, cette tâche-là, peut-être que c'est un débordement à mon agenda. Donc, pour qu'on ait vraiment préparé notre intervention en fonction de notre portrait réel. Merci, Nadia. Merci. Donc, je vais poursuivre avec la démarche stratégique de prévention. Comme Ratel vous l'a bien expliqué, il y a trois dimensions à la charge de travail et il y a des situations pour lesquelles, quand on intervient, on est plus en prévention tertiaire parce qu'on a pendant, de façon spontanée, il faut rapidement répondre à des solutions. Mais idéalement, en prévention, c'est d'y aller de façon stratégique. Donc, on ne veut pas éteindre des feux, on ne veut pas à chaque fois être en mode gestion de crise. Et pour ça, il faut creuser un peu plus loin
les sources qui sont à l'origine d'une charge de travail qui est élevée. Alors, on va regarder ça de façon plus stratégique. D'abord, de préparer la demande, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire de s'assurer qu'on documente la situation. Qu'est-ce qui explique qu'on se sent dans une situation, un contexte où il y a une charge de travail? Donc, on documente la situation, on fait comme une photo, on fait un portrait de la situation, puis on identifie l'ampleur de la problématique. Qu'est-ce que ça peut susciter comme effet d'être en surcharge? Donc, est-ce que justement, il y a eu des événements accidentels qui ont été associés à cette surcharge-là? Est-ce qu'il y a une augmentation des plaintes de la clientèle parce qu'ils trouvent que les délais sont trop longs? Donc là, il faut se questionner. Mais pourquoi ils trouvent que les délais sont trop longs? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une augmentation de l'absentéisme? Donc, on identifie les problèmes concrets associés à ces situations-là pour le plus possible là, identifier concrètement ce qu'on pourra faire par la suite. Et là, on y va avec l'élaboration de solutions. Solutions en termes d'individus, d'équipes, de départements et d'organisations. Alors, au niveau de l'individu, comme Radial l'a mentionné, bien, d'abord, reconnaître moi, quelles sont mes limites. Est-ce qu'il y a des activités, est-ce qu'il y a des tâches auxquelles je suis attitrée me demande beaucoup d'énergie parce que j'ai pas d'intérêt pour ces tâches-là, ou bien je sens que je n'ai pas nécessairement la compétence pour les faire comme je souhaite le faire. Donc, si c'est le cas, à ce moment-là, j'en parle avec mon gestionnaire, puis je demande à recevoir de la formation qui pourra davantage m'outiller. Ou est-ce que je pourrais me sentir plus compétent? Ça peut être de demander d'être accompagné par un parrain ou une marraine, quelqu'un qui a plus d'expérience, qui peut partager son savoir-faire. Ça peut être tout simplement de se questionner quels sont mes intérêts. Est-ce qu'il y a d'autres tâches que je pourrais faire en remplacement de certaines tâches ou est-ce que d'autres collègues pourraient, évidemment, avec une entente, les faire? Donc, c'est réfléchir, se questionner sur des stratégies, des solutions qu'on pourrait proposer, en fait, aux gestionnaires dans des situations où on sent qu'on est débordé. Donc, se poser la question, qu'est-ce qui explique que je me sens débordée? Au niveau de l'équipe, donc, on se questionne en termes d'équipe. Qu'est-ce que l'équipe peut faire? Donc, on n'est plus au niveau individuel, et c'est là que ça peut être intéressant de se créer un comité où est-ce qu'on va se questionner? Est-ce qu'on peut mettre en place des suggestions ou est-ce que tous et chacun, on va participer à émettre des propositions? Puis ensuite, c'est en termes de département, évidemment, selon la taille de votre organisation. Mais ça peut être le département qui se questionne. Si la charge de travail est liée à des changements, par exemple, est-ce que les nouveaux processus qu'on a mis en place sont facilitants? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que ça devient plus compliqué pour le personnel? On peut revoir les processus qu'on a mis en place. Peut-être qu'il y a un certain temps, il y a certaines années, c'était efficace, mais ça a changé. Le contexte de travail a changé. Peut-être que ces processus-là ne sont plus autant efficaces. Et en termes d'organisation, donc là, on implique vraiment la haute direction. Et souvent, à cette étape-ci, il faut rassurer les dirigeants parce que lorsqu'on réfère à la charge de travail auprès des dirigeants, souvent, ce qui vont leur venir en tête, c'est « Ah, il va falloir que j'embauche plus de personnel, puis pourtant, c'est difficile de recruter, ou bien il va falloir qu'on réduise la quantité de travail, qu'on agisse sur la quantité. » Alors que la façon d'adresser la charge de travail va bien au-delà d'embaucher plus de personnel. Ça ne va pas nécessairement résoudre la problématique si on embauche plus de personnel. Il faut davantage se questionner sur est-ce que l'organisation du travail est efficace? Est-ce que les rôles et responsabilités sont clairs? Est-ce que lorsqu'on fait des demandes sont bien comprises, les demandes sont claires ou si c'est plutôt flou? Ça peut être tout simplement, parfois, on envoie un courriel à quelqu'un puis on lui dit « Peux-tu donner suite? » Mais peux-tu donner suite à quoi? À qui? De quelle façon? Donc, plus on a dans nos façons internes de communiquer des moyens d'adresser les situations, les questions, de manière à ce que ce soit bien compris de tous, de manière à ce qu'il n'y ait pas de zone grise, tout ça va devenir facilitant. Donc, ça peut être finalement vraiment à différents niveaux qu'on se pose la question et ça démontre bien que
la charge de travail, ce n'est pas une question qui appartient uniquement à un individu. Il faut vraiment regarder ça. C'est comme on dit, hein, plutôt que de regarder seulement l'arbre, on regarde la forêt, puis on regarde comment à l'interne on fonctionne, comment ils sont justement nos processus pour que ce soit facilitant pour tous et non pas que ça devienne finalement plus ardu de faire le travail que ça devrait l'être. Et par la suite, ben, on implante ces actions-là et on s'assure d'évaluer le succès des solutions qu'on aura mises en place. Alors, comment intervenir? Ben, on crée un comité de travail. Tout ça peut se faire en créant un comité de travail. On interpelle les gens qui sont intéressés à la question. On s'assure aussi de diffuser les travaux du comité pour démontrer qu'on est bien actif. Puis comme je le disais dans la diapo précédente, puisqu'il faut questionner l'équipe, ben on sollicite les suggestions des collègues de travail. Alors, on offre différents moyens pour que les collègues puissent partager, proposer des solutions. Ça peut être lors de rencontres, ça peut être via une boîte à suggestions, ça peut être par courriel, ça peut être aussi avec des rencontres individuelles qui sont faites plus de manière confidentielle pour que les gens se sentent à l'aise d'en parler ou en groupe. Tout ça, bien entendu, doit se faire dans un cadre qui se veut transparent, bienveillant et à l'écoute de ce que les gens ont à dire. Parce que on est en processus de solution, on n'est pas en processus critique. Et ça fait une grande différence quand vient le temps de mettre en place une démarche stratégique là, en prévention de la charge de travail. On ne cherche pas là, à trouver des coupables, on ne cherche pas à critiquer, que ce soit l'équipe, les gestionnaires, l'organisation, la direction, ça ne mène à rien. Il faut plutôt avoir une approche qui soit constructive, qui soit mobilisée à dire, OK, on fait le constat de ceci, on se sent surchargé, on va essayer de comprendre pourquoi. Et tout à l'heure, Radia vous a bien expliqué la définition de la charge de travail où on a la charge prescrite et on a la charge réelle. Donc, déjà, de se questionner, quel est l'écart entre la charge prescrite et la charge réelle? Mon employeur, lui, il a en tête qui m'a demandé de faire la charge prescrite, le nombre de clients que j'ai à voir, le nombre de dossiers que j'ai à traiter. Pour l'employeur, ça, c'est la charge prescrite. Mais dans le quotidien, ma charge réelle, est-ce que mon employeur il est conscient de ce qu'elle est, ma charge réelle? Est-ce qu'il est conscient que les patients que j'ai à rencontrer, ben, il faut que je prenne mon temps pour leur parler, pour obtenir leur collaboration. Si j'ai des nouvelles tâches, ben, il faut que j'ai le temps de me les approprier, ces nouvelles tâches-là, de les comprendre. Si j'ai à me déplacer sur un territoire qui est plus grand, ben, il faut que j'ai le temps de me déplacer. Puis des fois, ben, on peut être dans un petit territoire, mais supposons à Montréal, on sait que ça peut arriver qu'il y ait d'autres chemins à emprunter parce qu'il y a des rues fermées, ça peut amener une circulation plus dense. Bien, tout ça, c'est pas nécessairement écrit dans notre charge prescrite, mais on la vit quand même, cette charge-là. Donc, c'est de documenter ces situations-là pour faire en sorte qu'on puisse amener une situation qui est objective et non pas subjective liée à la charge de travail. Alors, des actions concrètes en contexte de surcharge, une mise en situation ici, supposons qu'en quelques semaines, plusieurs employés quittent l'équipe de travail. On se retrouve donc avec une surcharge de travail qui se fait rapidement ressentir sur les collègues qui sont en place. Évidemment, les heures supplémentaires peuvent s'accumuler ou doivent s'accumuler pour compenser les absences des collègues. Bon, que faites-vous? Alors là, évidemment, si on se réfère tantôt à ce que Radia nous a démontré sur ce qu'on pouvait mettre en place, hein, il y a deux types d'interventions. Il y a soit en gestion de crise, qui, elle, fait davantage appel à une prévention qui est tertiaire. Donc, on éteint des feux. On doit rapidement rassurer le personnel qu'on on intervient, on ne laisse pas la situation se dégrader. Puis l'autre type, elle, qui est plus la prévention tertiaire, où est-ce que là, on est en une intervention qui est plus durable, bien évidemment, ça devra être adressé dans un deuxième temps, parce qu'on ne peut pas juste continuellement éteindre des feux. Il faut se questionner à plus haut niveau. Pourquoi les gens quittent? Donc,
Comme première étape, on est en gestion de crise, il faut rapidement intervenir, il faut rassurer les gens, comme je vous disais. Donc, on avise l'équipe rapidement de la situation. Il y a des départs. Évidemment, bien, si on veut que ces personnes-là soient remplacées, on va à tout le moins afficher les postes et on met en place des solutions là, qui vont être temporaires pour pallier à la situation. Tout ça doit se faire avec l'appui de l'organisation. Ça veut dire quoi? Bien, ce ne sera pas le moment d'amener des changements, des nouvelles façons de faire, d'augmenter la demande. Donc, on va mettre une pause là, sur l'ajout de tâches ou l'ajout de fonctions pendant ce laps de temps-là. On peut faire appel aussi au département des ressources humaines, parfois, qui peuvent nous donner des trucs sur d'autres façons de faire pour alléger les tâches. Et agir sur les autres facteurs de protection. Hein, on sait que il existe les facteurs de protection qui sont liés au soutien social, donc avoir le soutien de l'équipe, le soutien du gestionnaire, travailler encore une fois dans un environnement où on sent qu'il y a de l'entraide, de la collaboration, plutôt que de la médisance ou de l'incivilité. On agit sur la reconnaissance. Quand les gens sont au poste, malgré des contextes qui peuvent être difficiles, ben, pas prendre ça pour acquis, reconnaître ces efforts-là, pas se dire, ben ça fait partie du travail, mais oui, ça fait partie des aléas qu'on rencontre dans le cadre du travail. Il peut y avoir des moments plus difficiles. Oui, c'est vrai, mais quand les gens sont là, sont au poste, sont vaillants, font ce qu'ils ont à faire, ben reconnaître ces efforts-là, reconnaître l'assiduité, reconnaître même, je vous dirais, l'attitude de la personne, justement, qui a une attitude qui est positive malgré les situations plus difficiles qui sont rencontrées. Donc, la personne qui dit, OK, il y a cette difficulté-là, mais voici ce qu'on peut faire. Donc, reconnaître tous les efforts qui sont mis en place, incluant l'attitude, le savoir-être, et encourager l'autonomie décisionnelle. Donc, si on peut laisser la place aux gens de prendre des décisions, d'être créatifs dans les solutions qui peuvent pallier à la charge de travail, mais c'est le moment de le faire. Et donc, maintenant, à un niveau plus organisationnel, ben, on peut là aussi finalement se créer un comité de travail, cibler les activités qu'on va considérer prioritaires dans ce contexte-là de surcharge. Bon, on ne peut pas tout faire. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est là qu'on va avoir besoin de l'avis du gestionnaire, de la direction, pour savoir sur quoi on intervient, sur quoi on agit en priorité. Et ça va libérer, en fait, ça va, au niveau de la conscience, on va comprendre pourquoi on ne peut pas agir à tous les niveaux. Et ça va faire en sorte qu'on va se sentir moins coupable, entre guillemets, là, de ne pas faire ce qu'on est censé faire. On a l'approbation de la direction, on sait ce qui est prioritaire. Mais tout ça, évidemment, on s'assure qu'on a validé la compréhension de ces priorités-là et tous et chacun sont d'accord. On clarifie les rôles et les responsabilités de chacun. C'est un élément qui revient souvent au niveau des facteurs de protection. C'est là aussi au niveau de la charge de travail. Ça peut sembler simple, ça peut sembler que ça va de soi, mais ça arrive souvent que certains gens se demandent, mais qui fait quoi? Qui est responsable de faire quoi? J'ai telle demande. Est-ce que c'est moi qui est responsable de faire le suivi ou je dois l'adresser à une collègue? Donc, on s'assure que ça, c'est clair, qu'il n'y a pas de zone de crise. Communiquer le plan à l'équipe parce qu'encore une fois, la communication doit faire en sorte qu'il n'y a pas de questionnement qui reste non répondu. On s'assure que les gens sont à l'aise de poser des questions s'ils n'ont pas tous l'information qu'ils souhaitent obtenir. Ça se peut des fois aussi qu'on n'ait pas toutes les réponses aux questions, mais à tout le moins, on démontre qu'on est en processus de questionnement, de réflexion, puis que rapidement, lorsqu'on a les réponses, on aura les réponses à ces questions-là, on fera un suivi. On met en place le plan lorsque requis, puis on révise au besoin en fonction des solutions qui auront été mises en place. Les pièges à éviter au niveau de la charge de travail, donc, c'est d'intervenir pour un individu plutôt que d'intervenir au niveau de l'équipe de travail. À moins que ce soit un seul individu qui, pour différentes raisons,
Peut-être parce que cet individu-là a de nouvelles fonctions, il est moins à l'aise avec ces fonctions-là, il va voir son gestionnaire, puis il dit je me sens surchargé. Ben là, le gestionnaire va discuter avec l'employé en question pour trouver des solutions. Mais autrement, lorsque on sent que la charge de travail est plutôt un contexte où est-ce que c'est vécu par une équipe, par plusieurs équipes, par l'ensemble de l'organisation, bien évidemment, on ne va pas essayer de trouver des solutions là, pour un individu parce que si on intervient pour un individu de façon momentanée, puis qu'on se dit, OK, on va alléger ta charge de travail, bien, la charge qui est non réalisée par cet individu-là va nécessairement être compensée par les autres collègues qui se retrouvent avec une augmentation de leur charge de travail. Et là, il peut y avoir un sentiment d'iniquité, à moins que ce soit entendu par tous. Autre piège à éviter, mettre en place des moyens qui sont ponctuels. On ne veut pas être continuellement en prévention tertiaire, en gestion de crise. Alors, il faut adresser ces situations-là de charge de travail de manière plus en profondeur. Si on a des gens qui quittent, on se questionne pourquoi les gens quittent. Puis on leur demande à ces gens-là qui quittent aussi, évidemment, pourquoi est-ce que vous quittez l'organisation ou pourquoi est-ce que vous quittez l'équipe, que vous allez travailler pour une autre équipe. Il est trop tard pour ces gens-là parce qu'ils quittent, mais il n'est pas trop tard pour les autres personnes qui sont en poste et qui souhaitent qu'on intervienne au niveau de la charge de travail. Donc, on doit avoir une réflexion finalement qui est beaucoup plus en termes de globalité de la charge de travail. Embaucher plus de ressources comme solution ultime. Donc, comme on l'a vu, ce n'est pas nécessairement l'embauche de personnes supplémentaires qui va répondre à une charge de travail qui est élevée. Ça va juste faire en sorte qu'on va continuer à faire le travail de la même façon. Puis éventuellement, ces nouvelles personnes-là qu'on aura embauchées vont aussi se sentir possiblement surchargées. Ça ne règle pas le problème à la source. Pour régler le problème à la source, il faut vraiment se questionner sur la façon dont on réalise le travail, l'écart entre la charge prescrite et la charge vécue. Est-ce qu'on laisse suffisamment de temps au personnel pour réaliser la charge de travail qui est vécue et non pas seulement prescrite quand on a affaire à une clientèle qui est plus difficile, quand on a affaire à des situations où on rencontre des familles endeuillées, comme le disait Radia, mais nécessairement, ça va affecter notre charge émotionnelle aussi. Alors, ça vient ajouter, bien sûr, ça peut faire partie de la charge de travail. Bien sûr, on peut s'y attendre, mais il en demeure pas moins qu'on est des êtres humains. Et ça vient ajouter quand même à l'énergie qu'on a à déployer dans une journée de travail, dans notre horaire de travail. Donc, on s'assure qu'on questionne les individus, l'équipe de travail. On se questionne aussi en tant que gestionnaire avec notre équipe, comment on peut pallier ces situations-là au niveau de la charge vécue. Est-ce qu'on peut trouver des solutions au niveau de la charge vécue si on a affaire à une clientèle qui est plus difficile? Est-ce qu'on a besoin d'être mieux formé pour rencontrer cette clientèle-là qui est plus lourde, qui a besoin de davantage d'encadrement? Donc, c'est vraiment à ces niveaux-là qu'on doit intervenir pour adresser les questions associées à une charge de travail qui est élevée. Puis la charge, il ne faut pas oublier, la charge qui est perçue, donc la façon dont on perçoit notre charge de travail est souvent associée justement ça peut être un manque d'information. Toutes les zones grises, où est-ce qu'on se questionne, où est-ce que c'est pas clair, encore une fois, les rôles et responsabilités, un climat de travail, où est-ce qu'on sent une tension, un climat de travail où est-ce qu'on sent qu'on n'est même pas à l'aise d'aller poser des questions parce qu'on craint la réaction soit du collègue, soit du gestionnaire. Bien, tout ça va venir influencer la perception qu'on a de notre charge de travail. Si on veut agir sur les facteurs de protection, bien, à l'inverse, il faut s'assurer qu'on puisse œuvrer dans un environnement où on sent le soutien du gestionnaire, on sent le soutien des collègues, qu'il y a une belle collaboration, qu'il y a un sentiment d'entraide, qu'on n'est pas en mode critique, mais plus en mode recherche de solutions. Qu'on reconnaît les efforts qui sont déployés, qu'on communique clairement les attentes, les
les modifications, les changements, les nouveautés qui sont apportées, qu'il n'y a pas de zone grise associée à ça. Et là, on pourra intervenir beaucoup plus directement, beaucoup plus facilement sur toutes les questions liées à la charge de travail et le personnel pourra aussi plus rapidement y voir une différence. Solutionné par les saines habitudes de vie ou conciliation travail-famille, on entend souvent ça, hein, auquel, bon, effectivement, le personnel souhaite avoir un équilibre. Puis souvent aussi, on va dire que c'est important d'avoir de saines habitudes de vie, d'avoir une belle hygiène de sommeil, une bonne alimentation, faire de l'exercice. Tout ça est absolument vrai. C'est très bon en termes d'individus. Ça va nous aider au quotidien à pallier justement aux situations auxquelles on est confronté qui peuvent être plus difficiles dans le cadre de notre travail, bien entendu. Cependant, si on intervient uniquement par les saines habitudes de vie, on n'est pas en train d'agir à la source de la charge de travail. Même si les employés ont de saines habitudes alimentaires ou d'une bonne hygiène de sommeil, mais que malgré tout, dans le contexte du travail, on fait face à des processus lourds, on fait face à des technologies qui finalement fait en sorte qu'on est continuellement sollicité, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, on doit réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place en termes de réduction de la charge de travail. Ça ne se fait pas seul, ça se fait en réflexion, en équipe, avec évidemment l'accord du gestionnaire et, selon la situation, l'accord de la direction. Alors, ce qui est à retenir, c'est de prendre en compte le travail dans son ensemble, avec les 3 dimensions de la charge de travail, comme je vous ai démontré au niveau des définitions, charge prescrite, charge réelle et charge vécue. La réalité du travail qui va bien au-delà des tâches prescrites. Alors, quel est le rôle des employés? Bien, c'est d'échanger collectivement sur les 3 dimensions de la charge de travail parce que quand vient le moment d'amener des solutions, ça va être aidant d'avoir déjà eu une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut changer au niveau des 3 dimensions de la charge de travail. Je dirais aussi, pas oublier, à titre individuel, on n'a pas le contrôle sur des décisions qui sont prises là, au niveau organisationnel, mais j'ai du contrôle sur moi dans ma façon de travailler au quotidien. Je disais tantôt, hein, l'évolution des technologies, maintenant, on a Teams qui va faciliter nos rencontres avec des collègues. On va recevoir des notifications, des messages qui nous parviennent justement par Teams ou ces notifications-là, on peut les mettre à off. Hein. Quand notre journée de travail est terminée, on peut faire en sorte qu'on ne les reçoive plus, qu'on n'ait plus dérangé. Ça va nous aider grandement à nous la déconnexion du travail, hein, c'est aussi un sujet là, qui est souvent abordé dans les derniers temps. Donc, comment est-ce que moi, je peux avoir un contrôle sur ma perception de la charge de travail? Comment je peux agir sur ma charge de travail? Donc, déjà, reconnaître mes limites, adresser mes limites aux besoins à mon gestionnaire, en discuter. Puis gestionnaire, bien, si tu aperçois que ces limites-là, finalement, sont partagées par plusieurs membres de l'équipe, il y a une réflexion qui doit se faire de manière collective avec l'équipe de travail. Donc, en parler avec mon gestionnaire, puis voir dans mon quotidien de quelle façon je peux revoir la façon dont j'effectue mon travail pour alléger. Est-ce que j'ai besoin d'être à toutes les rencontres? Est-ce que j'ai besoin de participer à l'entièreté de la réunion? Ou si je peux dire, ben moi, je peux être là pour 30 minutes, je pense que ça ne va pas nuire à mes collègues si je ne suis pas là pour l'ensemble de la rencontre. Et tout ça doit être bien compris par l'ensemble du personnel. Alors, ça nous aide aussi, donc, au niveau le rôle des employés, à ce que par le suite, on puisse proposer des solutions concrètes là, pour surmonter les difficultés. Rôle du gestionnaire, donc, avoir de l'ouverture, pas penser que si on souhaite discuter de la charge de travail, c'est nécessairement parce qu'on veut qu'il y ait davantage de personnel qui soit embauché, pas nécessairement. Ça peut être au niveau de l'organisation du travail. Ça peut être d'adresser aussi, se questionner, est-ce que les gens qui font leur travail ont de l'intérêt pour faire ce travail-là, puis associer
des fonctions, des tâches aux gens qui ont de l'intérêt pour faire ces tâches-là. Ça va être beaucoup plus facile pour un individu d'effectuer une fonction, d'occuper une fonction puis d'accomplir des tâches s'il trouve un intérêt, versus un autre qui, pour lui, c'est pas sa tasse de thé. Donc, parfois, ça peut être juste de se questionner au niveau des tâches qui sont adressées. Avoir donc de l'ouverture, considérer le travail, encore une fois, dans sa globalité et soutenir et reconnaître les efforts qui sont déployés là, par tous et chacun parce que les gens ont besoin de sentir qu'ils sont considérés dans leur travail, que c'est pas seulement un membre de l'équipe qui fait en sorte qu'au final, on est capable de dire qu'on a pu traiter tant de dossiers, qu'on a pu répondre à tant de plaintes, qu'on a pu rencontrer tant de clientèle. Non, il y a des noms derrière ces gens-là, il y a des personnes, il y a des individus qui ont fait des efforts. Donc, il faut les reconnaître, ces efforts-là. Les tendances de l'heure, on en a entendu parler l'automne dernier. En fait, la tendance de l'heure, c'est la démission silencieuse. Peut-être en avez-vous entendu parler aussi. On l'appelle le quiet quitting et ça fait référence aux employés qui décident de remplir les exigences minimales du travail et sans plus. Ce que ça veut dire, c'est que les gens, ils quittent pas l'organisation, ils restent en poste, mais ils font le strict minimum parce qu'ils n'ont simplement plus l'énergie d'en faire plus. Donc, on peut observer ces situations-là, par exemple, dans les organisations où il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés sur une courte période de temps, donc demandant au personnel finalement de revoir leur façon de faire, d'apprendre de nouvelles façons de faire, de se familiariser avec de nouvelles technologies, de nouveaux processus, de nouveaux équipements. De nouvelles directions, de nouveaux gestionnaires, de nouveaux collègues de travail. Puis au final, s'ils s'aperçoivent que ça ne va pas nécessairement mieux, c'est certain qu'après, quand on arrive avec de nouvelles propositions de modification, ça se peut que la personne soit moins mobilisée. Donc, elle reste en poste, mais elle fait le strict minimum parce qu'elle n'a simplement pas l'énergie d'en faire plus. Donc, évidemment, ce n'est pas on ne souhaite pas en arriver là et c'est la raison pour laquelle, si on ne souhaite pas en arriver là, il faut adresser les situations où est-ce qu'on sent qu'il y a une charge de travail qui est élevée. Il faut se questionner sur nos façons de faire, pas rester dans le statu quo, pas rester non plus continuellement dans des gestions de crise où est-ce que rapidement on apporte des solutions qui sont temporaires, mais se questionner beaucoup plus au niveau macro, au niveau en profondeur, mais qu'est-ce qui explique cette charge de travail-là qui est élevée avec les 3 dimensions de la définition de la charge de travail. Alors, on vous a aussi, vous aurez évidemment accès là, à la présentation PowerPoint qui va être disponible sur notre site Internet. Et sachez aussi que la présentation, elle est enregistrée et sera disponible sur le site Internet. Donc, si vous souhaitez la faire partager à des collègues, à des gestionnaires, ce sera possible de le faire. Et à la fin, donc, on vous a mis des références. Ce sont de belles références là, que notre collègue Sharon, documentaliste, a trouvées. Alors ici, on a un article de Carrefour RH où justement, on explique ce que c'est le quiet quitting. Une étude de l'IRSST sur les facteurs de la charge de travail en a un impact sur la santé et sécurité du travail. Vous avez une fiche de BNSPQ liée aux indicateurs de charge de travail pour comme complément à la grille d'identification des risques psychosociaux. Il y a un article qui a été fait par notre collègue Lucie Legault. La charge de travail, c'est une question d'équilibre. Donc, on vous invite là, à en prendre connaissance, à le partager à vos collègues. 10 questions sur la charge de travail. Donc, là aussi, ça peut vous aider quand vous créez un comité à vous questionner sur qu'est-ce qui peut être fait concrètement. Évaluer une fiche sur l'évaluation et agir sur la charge de travail, encore une fois. Il y a un article de l'APSAP, puis une autre ASP du secteur affaires provincial, donc tour d'horizon en 5 questions sur la charge de travail. Il y a eu aussi une webconférence qui est disponible sur YouTube sur la charge de travail, comprendre et agir efficacement par Pierre-Sébastien Fournier. Très intéressant. Donc, voilà, ça complète
qu'on avait à vous présenter.